Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Faites de la télé 3.0 sur la première, toujours avec la même équipe. Et en cette belle soirée de dimanche, eh bien Luc, bonsoir. Bonsoir Magloire. Ça va? Ça va. Samuel? Bonsoir Magloire. Bonsoir, ça va? Oui, très bien. Et Armel? Bonsoir Magloire. Bonsoir Armel. Ça va? Super bien. Super. Vous restez avec nous mesdames, messieurs. En fait de la télé 3.0 commence maintenant. Eh bien voilà, l'émission commence bien naturellement avec l'équipe en place. Luc, encore une fois, bonsoir, ça va? Bonsoir Magloire, ça va? Très bien. Et le week-end? Oui, ça va. D'accord. Tu nous parles un peu de ton week-end? Je rends grâce, ça s'est bien passé. C'est l'essentiel. C'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà. Samuel? Oui, Magloire, bonsoir. Bonsoir, oui. Dans la soirée du dimanche, elle se passe très bien. Le week-end, il a été très excellent en tout cas. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu mets dans excellent? Excellent. Ou très excellent, voilà. Très excellent depuis vendredi soir, samedi, dimanche. Bon, surtout, j'étais à l'église ce matin et bon, voilà, je rends grâce à Dieu. Ça. Quand celui-là qui ne va jamais à l'église, une fois dans sa vie, il met pied, bon voilà, il ne peut que venir raconter ça sur un plateau de télé. Oui, bon. Oui. Très excellent depuis le vendredi soir. En tout cas, je ne dis rien. Armel? Ça va? Un week-end tranquille, ça va super. Un week-end tranquille. Moi aussi, j'étais à l'église dimanche, comme tout le monde. Je ne sais, moi, je suis un chrétien pieux, donc pas comme Samuel. Du vendredi au samedi, j'étais là en train de veiller de prière et tout. Donc. Seigneur. Même la veille de prière est étonnée, voilà. Et voilà, lieutenant-colonel Bakayoma, c'est notre invité sur le fauteuil rouge. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur Magloire. Vous allez bien? Très bien. C'est la grande forme, on va dire. Il n'y a pas de problème. Super. Dites-nous, votre institution, l'an dernier, pour protéger les Togolais contre les risques de catastrophes, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Merci pour cette invitation qui nous permet de parler directement à nos concitoyens pour, encore une fois, les sensibiliser des risques qu'ils mènent dans des zones vulnérables. Pour 2021, et comme d'habitude, au niveau de l'agence, nous avons produit des bulletins d'information. Nous conduisons ce qu'on appelle le système d'alerte précoce avec la météo, la direction des eaux, la Croix-Rouge et les autres sectoriels. Nous produisons le bulletin d'alerte précoce. Pour animer le système d'alerte précoce, on va produire des bulletins qu'on distribue à la population, à tous les sectoriels aussi, pour prendre des dispositions. Et comme chaque année aussi, je le dis, on a fait le plan de préparation. À chaque début de saison, on fait ce qu'on appelle un plan de préparation. Un plan de préparation pour, en réunissant tous les sectoriels pour voir, en cas de catastrophe, qu'est-ce que nous devons faire. Et ce plan de préparation, indépendamment des budgets que l'État met à la disposition des structures, est financé automatiquement quand le ministre de la Sécurité et de la Protection civile le présente au Premier ministre. On peut dire, pour peut-être cette année, ça a été vraiment très rapide. Nous avons déjà eu les fonds pour 2022, après avoir élaboré le plan de préparation. L'an passé, nous avons eu aussi l'argent pour pouvoir accompagner les budgets dans la réalisation rapide. Et au-delà de toutes ces actions, nous avons fait des prépositionnements en cas de catastrophe, puisque nous avons un maillage au niveau de tout le pays. Nous avons deux régions, la région de la Kara, une direction à Kara, une direction à Tapamé, et 5 antennes. Les 5 antennes, une antenne à Dapaon, une antenne à Neho, Chotoubois,
Gueringuka, Palimé. Et donc, à partir de ces antennes-là, on conduit des sensibilisations au niveau de la population pour éviter de s'installer dans les zones à risque. Très bien. Est-ce que toutes ces stratégies ont payé, on peut dire? Nous pouvons dire que ces stratégies ont vraiment payé parce que quand nous avions fait le plan de préparation et ce plan de préparation a été financé, tous les acteurs, parce que c'est un plus qu'on alloue au sectoriel pour pouvoir répondre. Et nous pensons que l'an passé, en 2021, cet effort a été fait par le gouvernement. Toutes les sectoriels, toutes les structures de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe ont eu cet apport et chacun, en ce qui le concerne, a essayé d'intervenir dans son domaine pour pallier aux catastrophes. Et justement, on parle de catastrophes, mais on est déjà en période de pluie. Hein. Et déjà, celle qui est tombée le jeudi dernier a fait déjà des dégâts dans certains quartiers. Qu'est-ce qui est déjà fait à votre niveau? Ou qu'est-ce qui se fait pour éviter aux Togolais des risques de catastrophes, surtout liés aux inondations? Nous avons activé le système d'alerte précoce. Nous avons une salle de veille pour pouvoir suivre les annonces de la météo. Qu'est-ce qui va se passer dans 48 heures, dans 12 heures. Nous avons au niveau des fleuves Oti et le fleuve Mono des systèmes d'alerte aussi. Il y a le FUR et le FUNES. Donc ces systèmes-là nous permettent numériquement de pouvoir alerter les populations de la survenue des inondations. Et au niveau de Lomé, je l'ai dit un peu plus tôt, plus haut, après la préparation, les hautes autorités, le président de la République, le Premier ministre, suivent attentivement tout ce qui se fait au niveau de l'agence. Nous avons été convoqués à la primature pour présenter le plan de préparation et une semaine après, ce plan a été validé et les moyens ont été mis à la disposition de l'agence pour que toutes les structures puissent récupérer ce qu'ils ont demandé, ce qu'ils ont souhaité pour pouvoir travailler. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Depuis les 48 heures, vous allez voir la surveillance au niveau des bassins. Les bassins sont en train d'être vidés et dans les maisons, notre bras armé, les sapeurs-pompiers, sont à pied d'œuvre aussi, avec l'assainissement, la NASAP, pour pouvoir vraiment conjuguer les efforts et aboutir à un assainissement propre au niveau de la population. Très bien. Luc? Justement, vous venez de l'effleurer, c'est là où moi j'aimerais accentuer mes questions. Vous avez parlé de plan préparatoire. En quoi consiste ce plan préparatoire? Quelles sont les stratégies mises en place? Est-ce qu'on va toujours rester dans cette posture de toujours sauver les gens ou à un moment donné, il va falloir passer à la prévention? Donc, ça fait deux questions. En quoi consiste ou qu'est-ce qui meuble ce plan préparatoire? Et ensuite, est-ce qu'on va toujours rester dans cette posture de sauveur, de sapeur-pompier, de sauveur? Nous avons au niveau de l'agence des documents de planification. Aujourd'hui, nous venons de réviser le plan stratégique 2022-2024. Et ce plan stratégique, nous avons le plan stratégique de réduction des risques de catastrophe et le plan stratégique de relèvement. Parce que généralement, quand on vient, on répond tel que vous l'avez dit, on ne revient pas après pour voir est-ce que la population a retrouvé sa vie d'antan ou non. Donc, il faut une stratégie pour revenir. Et... Alors, DG, ce que moi j'aimerais savoir, en fait, le plan en soi, vous parlez d'un plan ou d'une stratégie. La stratégie consiste en quoi? La stratégie consiste à énumérer tout ce qui est activité à mettre en œuvre pour contrer d'éventuels cas d'inondation. Quelles sont ces activités-là, justement? Déjà, les zones inondables sont connues. Oui. Les zones inondables sont connues. L'État, aujourd'hui, si vous allez au niveau de Todman,
on est en train de faire un nouveau bassin. C'est dans la stratégie... Voilà, c'est ce que nous voulons savoir. Dans la stratégie, vous allez au niveau de Todman, on est aujourd'hui en train de faire un nouveau bassin. Et ce nouveau bassin-là va recueillir les eaux depuis Aïdogomé jusqu'à Todman. On n'avait pas de caniveau. Aussi, ça se fait. Il y a un autre bassin au niveau de... Lycée. En face du lycée technique d'Aïdogomé, il y a un nouveau bassin aussi. Voilà les activités qu'au niveau du gouvernement, que le gouvernement, si vous allez aujourd'hui à Edjernawe, au marché d'Edjernawe, il y a aussi un nouveau bassin. Au niveau de l'école du 13 janvier à Kégué, nous avons aussi un bassin qui vient d'être construit. Donc il y a beaucoup qui se fait au profit de la population pour éviter effectivement les inondations. Non, je veux revenir sur le plan de préparation. Le plan de préparation, je l'ai expliqué, c'est un plan immédiat. C'est-à-dire que les budgets sont conçus, on sait ce qu'on doit faire, mais à un moment donné, il y a un gap au niveau des ministères, au niveau des structures, et il faut chercher ce gap-là pour dire, tout à l'heure, si les catastrophes arrivent, qu'est-ce que nous devons faire? On convoque à une réunion au niveau de l'agence, toutes les structures, et chaque structure émet ses besoins. Tout à l'heure, s'il y a catastrophe, voilà ce dont moi j'ai besoin. On compile, on fait le compte rendu acquis de droit, et c'est ce que j'ai dit. Cette fois-ci, une semaine après le compte rendu au niveau de la primature, le ministère des Finances a mis les moyens à la disposition de toutes les structures, et ça se fait voir sur le terrain aujourd'hui. Chaque structure est en train de travailler pour minimiser les risques de catastrophe. Très bien. Vous avez par exemple parlé de l'entretien. Si on prend l'exemple des bassins, est-ce qu'il y a un système de curage qui se fait? Il y a un système de curage qui est assuré par une structure de la place, la NASAP. Et donc, les moyens sont mis à leur disposition. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils font ce travail? Parce qu'il y a des endroits où c'est toujours plein. Ça fait que l'eau déborde souvent. Quand peut-être ce n'est pas totalement bon, vous pensez que rien n'est fait. Sinon, aujourd'hui, la NASAP fait vraiment son travail. Non, mais la population attend que tout soit bon. Il y a des rigoles qui sont toujours bouchées. Comme le dit mon collaborateur, aujourd'hui, on vient faire le curage. Une semaine après, vous passez sur le même itinéraire, vous allez voir que le caniveau... ne suivent pas, justement. Nous sommes en train de travailler avec les maires pour pouvoir accroître la sensibilisation. Aujourd'hui, au niveau de au-delà, à un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure. On ne peut plus passer aux sanctions, parce que j'ai l'impression que la sensibilisation, on en a fait assez. Non, vous savez que la décentralisation vient de prendre forme. Au niveau de l'agence, nous avons édité un document à l'usage des élus locaux pour pouvoir les permettre de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire en tant que maire quand il y a une situation d'urgence. Et aujourd'hui, la semaine passée, on a fait des formations dans toutes les mairies à l'intérieur du pays et à Lomé aussi, on a fait des formations à l'endroit des conseillers, à l'endroit des maires pour pouvoir leur permettre de servir de relais au niveau de la sensibilisation auprès de leur population. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est vrai, demain, s'il y a une police municipale, et j'espère qu'il y en aura, et la police municipale va s'occuper vraiment de tous ces détails-là. Très bien. Samuel? Oui, justement, j'ai une question. Vous avez parlé peut-être dans votre stratégie de travail, vous travaillez avec la météo. Et peut-être s'il y a une pluie, il faut peut-être alerter la population 48 heures ou 24 heures. Et je me pose une question parce que très souvent, on a l'impression comme si c'est concentré seulement à la capitale. Parce que quand vous prenez peut-être les zones dans l'intérieur du pays, les zones reculées, c'est vrai que vous avez plusieurs antennes sur l'étendue du territoire, mais quelle stratégie vous mettez pour alerter ces populations qui sont vraiment reculées? Nous avons... Et puis souvent, l'information n'arrive pas à temps. Hein? Non, peut-être vous ne le percevez pas, mais nous avons, par exemple, au niveau de vos camarades, au niveau des médias, nous avons un réseau de communication. Tout à l'heure, si vous prenez mon portable, s'il pleut à Kpengal, je suis déjà au courant qu'il y a des gouttes d'eau à Kpengal. Nous sommes informés avec la Croix-Rouge. Il y a des remontées d'informations à la minute au niveau de l'agence. Et des fois, on appelle, si le lendemain c'est un marché, un jour de marché, on appelle les préfets pour leur dire attention, demain, il n'y aura plus et il faut avertir, surtout les traversées.
surtout les traversées des rivières, il faut avertir les gens pour éviter, parce qu'en 2021, on a perdu au moins 8 personnes dans ces traversées des rivières. Donc, on a constitué un réseau, on a fait une formation avec les journalistes pour pouvoir constituer un réseau et donc, chaque fois, ils nous font remonter des informations. La Croix-Rouge est là, qui surveille aussi les balises au niveau des cours d'eau et qui nous font aussi monter les informations. Alors, si vous permettez, oui, ok. Oui. C'est vrai que parfois vous arrivez à alerter, mais il y a quand même des pluies très importantes qui arrivent sans qu'on ne sente vraiment cette alerte-là. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que souvent ça vient en retard ou vous n'arrivez pas à voir réellement ce qui est... Là, vous revenez sur la définition des catastrophes. C'est ce qui n'est pas prévu. Ce qui n'est pas prévu, ce qui arrive inopinément, on appelle catastrophe. On a dû prendre toutes les dispositions. On a dû prendre toutes les dispositions. Si ça va arriver, ça va arriver. Non, mais il y a une chose à saluer. Aujourd'hui, la météo, elle est juste. Ouais, la météo, il y a des normes, il y a des normes, qui ont été faites. Tout à fait. Maintenant, c'est plus juste. Parce que la dernière fois, je crois que la pluie de jeudi ou de lundi a été annoncée d'avance. Qu'il y aura une forte pluie. Et je crois que pour, en tout cas, ceux qui sont souvent branchés médias et Internet et tout, ont eu l'information et ont pu se préparer pour éviter de sortir sous cette grande pluie-là. Allez, on va avancer. Et c'est vrai, les pluies ont commencé, mais avant, la sécheresse a un peu sévi. Et surtout quand on prend le Nord. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'ANPC pour soulager justement les populations, surtout du Nord? Et quand il y a sécheresse, nous faisons ce qu'on appelle l'évaluation rapide, les zones ciblées. Et face à cette évaluation rapide, nous avons des prépositionnements de vivre et non-vivre pour soulager les populations. Et cette année, en 2021, nous avons eu l'appui du PAM à hauteur de 317 millions pour pouvoir subvenir aux besoins des populations de la région des Savanes, de la Kara et maritime. Les autres régions aussi, nous sommes en train de négocier parce que tout ce que l'État met en place, les partenaires nous accompagnent pour pouvoir atteindre tous les sinistrés. Mais comment la distribution se fait dans ce genre de situation? C'est ce que j'ai dit, il faut aller évaluer. Et quand on évalue, on désagrège les victimes, les handicapés, les femmes, les enfants, les écoliers. Et après, on a une grille pour pouvoir dire, quand c'est un foyer, 2 ménages, 3 ménages, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous avons des grilles de partage. Et cette fois-ci même, avec le PAM, nous avons essayé le cash, transfert cash. Et donc, avec les évaluations, on a pris les contacts de tous les sinistrés. Et après, avec le PAM et la Poste, nous avons fait une séance de travail pour pouvoir faire le cash. Et vraiment, ça a marché. Et on pense qu'on va le dupliquer totalement. Très bien. Et on va sortir par là. Monsieur le directeur général, c'est quoi les perspectives de votre agence pour les mois à venir? Les perspectives de l'agence, c'est de continuer toujours à sensibiliser. Nous avons un programme de culture du risque. Nous constatons dans les sensibilisations que le Togolais n'a pas la culture du risque. Il faut qu'on commence par là. Dans les pays de l'Asie du Sud-Est, quand vous prenez l'Indonésie, le Japon, l'enfant de CM2 peut te dire les signes avant-coureurs d'un tsunami. Donc ici, il faut nous continuons la sensibilisation et en mettant l'accent sur la culture du risque. Et vraiment la sensibilisation aussi, on demande à nos compatriotes d'écouter les communiqués sur les médias, parce que quand nous faisons le système d'alerte précoce, la veille nous permet vraiment d'éviter certaines situations qui ne sont pas bonnes dans certaines localités. Donc nous prions vraiment la population à écouter les communiqués, à écouter tout ce qui se passe autour d'eux. Et si ça les dépasse, il y a la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et même l'agence est là. Les numéros utiles. Les numéros utiles pour pouvoir les passer.
Voilà, donc, comme vous l'avez dit, oui, il y a la police, les sapeurs-pompiers sont au 118, tout le monde le sait, et la police au 117. 117, la police. L'Agence nationale de la protection civile, nous sommes en train de mettre une salle de veille. Nous avons un numéro WhatsApp qui nous permet de nous connecter avec tous ceux qui vont remonter les informations. Très bien. C'est le 91 11 24 24. Le 91 11 11 24 24. Pour pouvoir saisir l'agence. La NASAP est là. Ils sont au 8200 comme numéro d'appel et 22 22 0012 pour pouvoir les appeler sur la ligne fixe. Voilà. Des numéros très utiles. Merci beaucoup. En conclusion, allez-y, si vous avez encore quelque chose à ajouter. En conclusion, allez-y. Nous pouvons encore une fois vous remercier pour le relais, parce que comme nous travaillons avec vos collègues, aujourd'hui, nous nous sentons vraiment à l'aise avec vos collègues à l'intérieur du pays, même à Lomé ici. Et nous pensons que cette collaboration-là va continuer. Et vraiment inviter la population à s'inscrire dans la vision de l'État. La vision de l'État, c'est respecter ce que l'État dit de faire. S'il y a des zones vulnérables, il ne faut pas s'aventurer pour aller dans ces zones vulnérables. Il va arriver un moment où on ne pourra pas intervenir dans ces zones vulnérables. Et surtout, nous avons, on a parlé des inondations. L'aléa le plus récurrent aujourd'hui qui nous affecte beaucoup, c'est les vents violents. Quand vous prenez le nord du pays, aujourd'hui, ça fait vraiment... Les gens sont en train de composer, il y a le vent qui vient décoiffer le toit, les écoles. L'agence fait toujours un effort pour pouvoir intervenir, mais nous pensons aussi qu'un travail doit être fait au niveau des ouvriers dans la conception de ces ouvrages. Nous pensons avoir une séance de travail, peut-être avec le ministère de l'Éducation nationale, pour voir ce qui sont sur les projets, comment se prendre pour pouvoir vraiment éviter, parce que ça peut tomber sur les élèves quand il y a vent violent, éviter ces genres de désastres-là, surtout dans les écoles. Merci. Eh bien voilà, retour maintenant sur le plateau avec notre invité. On va parler du guide du voyageur avec le colonel Agoro Megui-Siribi, je rappelle, directeur des études et de la législation douanière au niveau de l'OTR. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Maintenant, on est dans votre élément. Merci. Et on va donc parler de ce guide du voyageur. Pourquoi un outil pareil? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler de cet ouvrage que nous dénommons Guide du voyageur. Je voudrais profiter pour présenter à qui veulent le voir cet ouvrage. Le document physique. Oui, ce recueil qui fait tant de problèmes. Et profiter aussi pour vous montrer les autres de Belgique, du Bénin, de Côte d'Ivoire, etc., etc. Ça y est pour dire que ça existe dans c'est ça, dans les le autres pays. Togo ne se démarque pas. Je dirais même que le Togo a été en retard par rapport à l'obtention d'un tel outil qui aujourd'hui apparaît nécessaire. Qu'est-ce qu'un guide de voyageur en français facile? Il faut dire que c'est un recueil de toutes ces mesures ou formalités auxquelles est assujetti le voyageur lorsqu'il débarque sur le territoire douanier national, en l'occurrence celui du Togo, ou lorsqu'il quitte le Togo. Vous savez, jadis, une série de mesures existait, dont les unes qui se résument en droit que le voyageur a et d'autres en obligation que le voyageur a à l'arrivée aussi bien qu'au départ. Donc, avec la modernisation de notre aéroport, l'Office togolais des recettes a saisi cette belle occasion pour rattraper et s'inscrire dans cette facilitation qui est désormais exigée, dans cette facilitation des voyageurs qui est exigée
dans le cadre de cette modernité de l'aéroport international général Eyadema. Et nous avons pu, par compilation, obtenir ce document, qui est un document lisible, simple, qui enregistre trois points d'éléments. Le premier point est relatif aux franchises. Le deuxième point, franchise valeur, franchise quantité de marchandises et franchise bagage, effet personnel. Okay? Le deuxième point qui est relatif à ces devises dont le voyageur peut être porteur à l'occasion de ce voyage. Et l'autre point, c'est un point relatif aux diverses prohibitions, tant à l'importation qu'à l'exportation, c'est-à-dire ces interdictions dont doit connaître le voyageur pour ne pas transporter sur lui ce qui est interdit d'entrer sur le territoire ou pour faire sortir de lui ce qui est interdit à la sortie. Donc, grosso modo, c'est ça la composition de cet ouvrage. Cet ouvrage, j'avoue que s'il fait polémique, peut-être cette polémique nous donne l'occasion d'aller beaucoup plus dans une large sensibilisation. Mais j'affirme ici, sur ce plateau, que ce n'est pas une nouveauté. C'est une compilation des mesures qui ont toujours été appliquées à nos frères, à nous-mêmes, puisque nous sommes tous des voyageurs. Nous voyageons aussi bien que nos frères qui se plaignent et qui aujourd'hui, c'est pour les besoins de prévisibilité et de transparence à apporter aux procédures qui s'imposent à un voyageur ont dû être inscrites dans cet ouvrage. C'est en quelque sorte une bréviaire dont a besoin le voyageur pour voyager informé. Je ne vois pas de mal à ce qu'aujourd'hui, on permette à tout voyageur débarquant à Lomé ou qui sort de Lomé de savoir ses droits, de savoir ses obligations et de savoir les seuils dans lesquels il est autorisé à entrer sans taxation et seuil au-delà desquels il doit s'attendre à déclarer et à être soumis. Oui, mais donc clairement, les droits et les obligations du passager sont contenus dans ce document. Effectivement. Sa particularité, c'est que les franchises repose sur une double approche. Une approche seuil-valeur, une approche seuil-quantité. Et je crois que le problème aujourd'hui, ça tire autour des seuils. Mais la philosophie des franchises, nous devons l'affirmer. Peut-être avant de laisser Luc réagir, et je veux qu'on nous affiche un document qui a beaucoup circulé. Et vous êtes là, peut-être que vous allez nous aider à mieux comprendre. On regarde le contenu de ce document et puis on en parle. Ce document, vous l'avez vu comme nous? Oui. C'est un document qui circule vraiment sur les réseaux sociaux. Bon, tout ce qui est bien visible là est écrit en rouge. C'est 16 millions de francs CFA. Oui. Vous pouvez mieux nous expliquer la chose? Vous faites bien de l'afficher, puisque après avoir franchi un peu le cap des franchises à l'aéroport, aujourd'hui, le problème est déporté vers le port. Le port, oui. Ça, c'est un document d'écort des marchandises au port, d'un conteneur au port, effectivement. Et qu'à cela ne tient, ça porte la signature de... d'un inspecteur de douane, voilà. Un inspecteur vérificateur qui a assuré la visite avec le propriétaire
des dites marchandises. Vous savez, c'est un document que nous appelons techniquement un document d'ouillage. L'ouillage, c'est quoi? C'est l'autorisation que l'on a demandé d'examiner avec la douane le contenu réel de sa cargaison en raison de ce qu'il n'a pas un document qui lui indique que c'est 200 marchandises X, 100 marchandises X. C'est ce qui fait que l'agent est obligé d'aller dans le détail avec lui. Mais les 16 ça, millions... c'est différent du dépotage. Les 16 millions, c'est quelle valeur? C'est la valeur de la marchandise. Mais tenez-vous bien droit, ce n'est pas 16 millions que le monsieur va payer. Très bien. 16 millions, c'est l'évaluation globale du contenu réel de sa cargaison. Et de ces 16 millions, il y a des marchandises qui sont de la catégorie 0, qui sont de la catégorie 1, avec un 0, avec un taux de liquidation de 0%, d'autres de 10%, 5%, 10%, 20% et 35%. Tout dépend de ce que l'on a fourré dans ce conteneur. Mais ici, précisément, à l'analyse de l'inspecteur, il apparaît que c'est des marchandises d'un taux de droit de douane supérieur. Vous allez voir un supérieur. Donc, il a des marchandises d'un taux de 20% et plus. Cela veut dire 20% et plus. Pour ceux qui nous suivent, justement, sur les 16 millions, le propriétaire doit payer combien? C'est ce que je disais. Le listing a été fait et des marchandises sont de 20%. 20% si on ressort. Parce que c'est un total global qui vous est affiché. Il y a un... Et c'est ça qui frappe. Un détail. Il y a un détail qui permet de savoir les marchandises à liquider sur 20% et les champagnes, par exemple, qui sont contenus, marchandises de luxe, 35%. Donc, je ne saurais vous dire exactement si tout était de 20%, DD 20%, le taux cumulé qu'il faut appliquer à la valeur est de l'ordre de 49%. Vous convenez avec moi. Mais s'il est mélangé des marchandises telles les whisky, les champagnes, qui ont un taux de 35%, donc cette rubrique va faire l'objet d'une liquidation sur 35%. Ce qui est sûr, au plus bas mot, on serait à l'ordre de 7 millions et quelques. Et j'avoue que ceci ne doit pas faire scandale. Il y a des conteneurs de 100 millions de valeur de marchandises. Il y a des conteneurs de 76 millions de marchandises. Quand cela ne tient, c'est en raison de ce que beaucoup de choses sont usagées dedans que cela se retrouve avec cette valeur. Très bien. Luc, tu permettras. Et ce qui attire aussi la curiosité, c'est que souvent les bagages sont fouillés dans les moindres détails, mais par les personnes, on va dire. L'auteur n'est pas équipé de scanner pour pouvoir faire ce travail. Il y a une vidéo qui illustre très bien ce que je dis là, et si on peut la regarder. Non, j'ai connaissance de toutes ces images, puisque... Comment on peut expliquer ça? Au quotidien, c'est de ça qu'il s'agit. Je viens de dire tantôt qu'ici, on est dans le cadre où l'importateur lui-même a déclaré qu'il ne connaît pas. Vous convenez avec moi? C'est ça la problématique. La pratique ici amène la douane à être minutieux avec lui pour savoir tout le détail de son chargement. Mais s'il avait une liste de colisage, on ne va pas se prêter à ce travail fastidieux. Il demande l'ouillage, il veut qu'on examine avec lui le détail pour en faire la liste. C'est ce qui conduit à ce travail, j'avoue, très fastidieux pour nous aussi. Mais s'il avait sa liste de colisage, son connaissement indiquant qu'il s'agit de 250
vélos, il s'agit de 250 cartons, 20, etc. On ne va pas assister à ce travail. Donc, il faut comprendre les procédures douanières et la technique qui en suit. Ici, on est dans une procédure douillage. C'est lui-même qui a dit, je ne connais pas le contenu, aidez-moi. Aidez-moi à déterminer la liste. Et pour l'aider à déterminer la liste, ça a conduit à fouiller tout. À fouiller tout. Je vais dans la droite ligne de votre réaction pour dire que nous sommes détenteurs de scanners dernière génération au port. Mais ceux qui connaissent aujourd'hui, il est des plus modernes et le scanner qui est de dernière génération avec toute une imagerie qui permet de savoir le contenu réel d'une cargaison. Mais quand cela ne tient, les images sont les images. En termes d'imagerie, c'est les formes que ça indique. Et aujourd'hui, la technique douanière procède par ciblage. Vous savez, on n'est pas tenu de tout fouiller. Logiquement, s'il n'avait pas demandé houillage, on ne va pas tout fouiller. Le douanier va dire 250 cartons de vin, donc ouvrez-moi ce seul carton ou deux au plus, et puis confirme que c'est du vin. Mais l'ouillage qu'il a demandé amène à faire la liste avec lui. Et c'est ça qui a poussé l'agent à être derrière lui, à décomposer et à reconstituer la liste. Je vais dans le même sens pour dire que l'aéroport aussi dispose de scanners qui permet aujourd'hui de distinguer qu'il y a des objets insécurisants, qu'il y a des objets taxables ou non. Mais quand cela ne tient à l'aéroport comme aux frontières, il y a des franchises, il y a des seuils en dessous desquels vous n'êtes pas taxé, mais c'est quand vous venez à aller au-delà de ces seuils quantitatifs, ces plafonds quantitatifs ou ces plafonds de valeur que obligation est faite de soumettre l'excédent au dédouanement. Donc la polémique qui amène à croire qu'on refuse que les gens rentrent avec, c'est faux. Le document est là pour vous dire que vous pouvez rentrer avec un ordinateur, une montre, un parfum. Un téléphone portable. Ça, c'est zéro. Parce que là, ça rentre dans le champ de ce qu'on appelle effet personnel. Mais quand cela ne tient, et ça ne doit pas avoir un caractère commercial. Quand ça rentre dans le caractère commercial, là, il faut taxer parce qu'il y a le fait que nous devons protéger les entreprises, les productions locales aussi. La douane n'est pas là que pour les voyageurs. Mon colonel, moi, par rapport à votre intervention, il y a 3 points que je veux toucher. Le 3e point sera ma question. Maintenant, les 2 premiers points, c'est que la nature a horreur du vide. L'OTR fait partie de ces institutions qui communiquent beaucoup. Mais je crois que la communication doit être revue d'une autre manière. Ça fait quelques semaines déjà que ces informations circulent. Qu'est-ce que l'OTR fait derrière pour permettre aux gens de comprendre ce qui se fait? Par exemple, vous avez parlé de l'ouillage tout à l'heure. Hier, samedi, j'ai pris soin dans un groupe, j'ai passé au moins 1 heure de temps à expliquer le système, l'ouillage, à des amis, parce qu'ils ne comprenaient pas le système. Mais pourquoi est-ce que l'OTR ne peut pas communiquer autour? Nous avons vu une première image où on met 16 millions. Parce qu'il y a une mauvaise foi derrière. Celui qui a amené le détenteur de la marchandise monte ça comme si c'est la taxe qu'on lui demandait de payer. C'est sa cargaison qu'il a amenée, qui coûte la valeur de sa cargaison, qui coûte 16 millions. Voilà. Donc il faut que l'OTR communique ou retrouve mettre en place une autre stratégie de communication pour permettre aux uns et aux autres de comprendre. Parce que tout ce que vous venez d'expliquer, pour ceux qui sont les esprits éclairés, c'est un peu facile de comprendre. Mais pour ma maman à la maison, elle ne peut pas comprendre ça aussi facilement. Et ça prête à confusion. Maintenant, je viens à mon 3e point qui est le seuil. Moi, par rapport au seuil, ça m'embête un peu. C'est vrai, je peux rentrer avec une petite bouteille de parfum. Mais quand je regarde dans le guide du voyageur, par rapport au parfum,
il est marqué le nombre de milligrammes, millilitres plutôt, que je dois amener. Ça dit qu'aujourd'hui, je ne peux pas peut-être ramener un iPhone 7 ou un iPhone 8. 13 par exemple, comme, je ne sais pas, comme appareil que je ramène, parce qu'il y a un seuil. Pourquoi est-ce que... Non, oui. Là-bas, c'est un seuil quantitatif. Quel que soit ton iPhone, personne ne t'empêche d'utiliser la qualité de téléphone que tu voudras. Si tant est que c'est ce que toi tu as acheté pour des besoins de faire cadeau à ta maman ici au pays et que c'est unique dans ton bagage, c'est en franchise. Mais pour autant que vous revenez avec deux, c'est encore tolérable parce que nous appelons ces faveurs-là des tolérances. Cela veut dire que même mis 0,50, quand tu arrives avec un flacon qui fait le double, il n'y a pas de chose. Ça s'appelle tolérance. C'est les gens qui crient au scandale alors qu'en pratique, le traitement qui leur est fait s'inscrit dans la droite ligne de ce que vous souhaitez et vous dites. Mais par là, revenant à votre première préoccupation, je veux rapidement réagir pour dire que sur tous ces chapitres, si Magloire me connaît si bien, c'est parce que je suis toujours ici dans l'émission Le Contribuable. Ça a permis de déballer beaucoup de ces sujets qui sont inscrits dans le Code des douanes et dont ont besoin nos frères et sœurs. Nous avons suffisamment fait des émissions dans ce cadre et qu'aujourd'hui, suite à cette polémique, nous avons compris que les gens ont encore besoin qu'on rappelle, parce que c'est des générations. Ceux qui nous avaient compris il y a 2 ans ou 3 ans, peut-être, ce n'est pas eux qui font la guerre aujourd'hui. Sinon, ces sujets de dépotage, douillage, de contrôle douanier, de taxation, je suis passé une fois pour les présenter sur cette chaîne de la TVT. Mais il paraît aussi que le prix a augmenté. Il paraît, puisque je n'ai pas ramené de bagages, mais il paraît que le prix a augmenté. Il a augmenté ou pas Là aussi, je vous dis que c'est une erreur que de penser que le prix a augmenté. La valeur est fonction de la quantité. Vous savez, l'aéroport doté d'un scanner permet de savoir que dans ce colis sont éparpillées plusieurs formes de portables. Et on se retrouve avec un sac de voyageurs avec 18 portables, un sac de voyageurs avec 5 radios, etc. Et quand on met tout ça ensemble, la valeur qui va en sortir, ça doit être éloquent. Et c'est ça qui fait penser que le prix a augmenté. Je voudrais avouer le taux reste le même. Le tarif reste le même, mais à la faveur des outils de contrôle, aujourd'hui, nous découvrons beaucoup plus que les gens cachaient. S'ils n'avaient pas, par le passé, été inquiétés, l'outil non intrusif nous permet plus de tomber sur des quantités énormes. Très bien. Armel? Oui, avant de poser ma question, c'est mieux de rappeler aussi qu'on doit vraiment faire attention aussi sur tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Ça, c'est évident. Voilà. Ça, c'est évident. Moi-même, au départ, je me suis dit, bon, les 16 millions pour un conteneur à payer, c'est un peu... Non, et le contenu. Le contenu, voilà. C'est après que j'ai compris, après les informations que j'ai compris. Voilà. Monsieur le Colonel, sur d'autres, il y a une fiche que chaque... je parle surtout de l'aéroport. Il y a une fiche que chaque passager remplit pour indiquer le nombre de colis, le nombre de produits que chaque passager a dans son sac. Et c'est par rapport à cela, si arrivé au niveau de... Voilà. On soustrait. Justement, si on doit soustraire, et si la personne doit payer des taxes supplémentaires, est-ce que cela est fait à notre niveau ici? Cela était une pratique. Mais aujourd'hui, vous savez, la douane, en raison du fait de faciliter la vie aux voyageurs, ne les soumet plus. C'est à vous-même de déclarer. En bonne foi, la déclaration émane du voyageur. Si vous saviez que vous avez des choses qui peuvent porter à critique,
vous pouvez déjà dire, ah, je suis arrivé avec 2 portables, 3 portables. La tolérance est faite. Le chef de l'unité peut dire non, allez-y. Maintenant, si vous allez introduire votre bagage au scanner et qu'on découvre un, ça passe. Ça passe. L'agent voit une forme portable, ça passe. Mais c'est quand il voit une multitude de formes portables. À partir de combien? Bon, comme j'ai parlé de tolérance, la tolérance amène à ce que raisonnablement, si quelqu'un revient avec 2, on puisse fermer les yeux. Au-delà de 2 Au-delà de 2, on peut aussi fermer les yeux pour autant que on explique. Il y a la bonne foi derrière. Oui, la bonne foi que j'ai 2 sœurs jumelles. Un exemple, je ne peux pas donner à une sans donner à l'autre. C'est ça qui manque pour les Togolais. Ou bien j'ai des triplés. Bon, si c'est raisonnable et au regard de la position du voyageur, on sait gérer. Mais aujourd'hui, comme je le dis, nous procédons par ciblage. On ne contrôle pas tous les voyageurs. La douane n'interpelle pas tous les voyageurs. On laisse passer, mais c'est quand un colis est critique à travers l'imagerie qu'on le soumet à une fouille systématique à l'aéroport. Ce n'est pas toutes les valises. Nous sommes tous des voyageurs. Ce n'est pas toutes les valises qu'on soumet, mais dès lors qu'on voit des images suspectes, à la fois insécurisantes ou à la fois qui peuvent être porter un fruit fiscal, en ce moment, on appelle la personne à une fouille systématique, laquelle, j'avoue, nous permet aujourd'hui de découvrir des excédents. C'est cette découverte d'excédents excessifs qui fait jaser, parler de valeur à augmenter. La valeur ne peut augmenter que si, au lieu de 2, pour entrer dans la franchise, toi, tu as 18. Et quand tu es à 18, j'avoue que ça prend un caractère commercial. Et dès lors que votre cargaison, votre envoi rentre dans le caractère commercial, on vous dédouane au même titre que les commerçants régulièrement installés qui importent les portables pour la revente. Vous comprenez, c'est ça le mécanisme. Bon, on aurait bien aimé poursuivre, mais on arrive au terme de cette émission. Par quel mot vous souhaiteriez conclure notre entretien? Bon, en guise de conclusion, d'abord remercier cette occasion que vous nous donnez de parler à nos frères et compatriotes voyageurs, puisque les plaintes viennent de nos frères de l'extérieur. Donc, je voudrais les rassurer que ce guide du voyageur a pris corps en leur faveur pour plus de prévisibilité, de transparence et je dirais de facilitation à eux à apporter. Désormais, avec cet outil, vous savez par avance comment vous serez traité en composant votre valise. Si vous ne voulez pas aller dans le caractère commercial des bagages contenus, des colis contenus dans vos bagages, là, vous savez vous limiter ou refuser, puisque des fois, les gens disent que c'est des commissions. On sait refuser des commissions pour qu'on ne tombe pas dans le champ du caractère commercial. Donc, au-delà de ce remerciement pour cette sensibilisation et cette pédagogie que vous nous permettez de faire, je voudrais dire que l'Office togolais des recettes reste ouvert à ses compatriotes qui ont des idées. Peut-être ce document, vous savez, dans beaucoup de pays, chaque 5 ans, 6 ans, et il est appelé à être remodulé. Voilà. Nous aussi, on est ouvert à le remoduler. Parlant de communication, c'est depuis 2019 qu'il a été mis sur le web. Mais c'est en 2021 qu'il a été édité sous forme de guide et nous avons partagé 5000 de ces pamphlets aux voyageurs. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si des critiques viennent, c'est les contrôles qui donnent des résultats qui
font penser que les pratiques ont changé, les tarifs ont changé. Rien de tout ça. Je rassure les compatriotes qui peuvent venir avec leurs produits pour autant qu'ils sont dans les franchises, ils sont admis sans taxation. Pour autant que leurs colis entrent dans le champ du caractère commercial, qu'ils souffrent que dans le strict respect de la protection que la douane est appelée à apporter aux consommateurs locaux, aux producteurs locaux et à la sécurité nationale, qu'on les soumette à cette rigueur, soit fiscale, à cette rigueur de prohibition, etc., etc. Nous restons ouverts. Le commissaire général, suite à cette polémique, a déjà donné des instructions sur lesquelles nous marchons. On a déjà fait des passages sur les radios. Peut-être vous m'avez entendu expliquer la chose. On a fait des webinaires à l'endroit de la diaspora d'Amérique et j'avoue que suite à ces 4 échanges, beaucoup ont compris, beaucoup se sont calmés et nous rassurons que les Togolais compatriotes qu'ils sont peuvent rentrer sans peur. Le Togo est leur pays. Merci. Et qu'ils viennent, il y a des tolérances qui leur sont accordées. Très bien. Merci beaucoup. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, vous suivez toujours l'émission Faites de la télé 3.0 et maintenant nous allons évoquer les sujets d'actualité avec notre invité, M. Thierry Aweso, président directeur général de Nyoto. Encore une fois, bonsoir, président. Bonsoir, Magloire. Voilà, c'est la forme, on va dire. C'est la forme, il n'y a pas de problème. Oui, c'est la Merci forme, bien. voilà. Et vous le savez, nous le savons, le Togo aujourd'hui fait face à la cherté de la vie avec des coûts exorbitants des produits de première nécessité. Que faire? La question est vaste. Ah oui. Mais le Togo est un pays qui, je pense, est dans le concert des nations et qui subit pratiquement les mêmes impacts que les autres. L'impact de la flambée des prix n'est pas venu du Togo. Il y a d'abord la première crise qui est une crise sanitaire qui nous a mené, je dirais, dans l'inconnu depuis déjà 3 ans. Et chaque pays a essayé d'innover, de trouver une formule pour être le plus résilient possible. Le Togo a fait preuve jusqu'à présent d'une forte résilience. Le taux de croissance de notre pays a été maintenu. D'abord, il a pris un coup et après, il s'est amélioré et pour s'établir au-delà de 5%, donc avec l'exercice dernier. Et donc, l'objectif est de réussir à maintenir déjà cet équilibre pour ne pas laisser s'affaisser le pouvoir d'achat qui est déjà très éprouvé. Il faut que chaque pays, avec sa particularité, arrive à trouver des solutions. Donc les dernières décisions, vous les connaissez. Le gouvernement a pris l'initiative de diminuer 18%, les 18% donc de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre et qui impacte directement donc le panier de la ménagère. 18%, ça signifie que si vous achetez un article à 100 francs, si cette répercussion est intégralement reportée sur le marché, le panier de la ménagère retrouve le même produit à 82 francs. Donc je pense que, le marché, c'est pas, voilà. Donc le mécanisme n'est pas aussi automatique parce qu'il y a d'autres éléments. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais je pense qu'un travail est fait actuellement avec la concertation permanente entre le secteur privé et le secteur public pour trouver la formule la plus adaptée pour pouvoir avoir un impact direct effectivement sur le panier de la ménagère. Ce qui n'est pas forcément suffisant, mais c'est déjà, je pense, un pas. Très bien. Voilà. J'aimerais juste pouvoir demander à Monsieur le Président qu'est-ce qu'il pense que, je ne sais pas, quel impact, voilà, ces 18% dont on parle, quel est l'impact réel que le panier de la ménagère, voilà. Quel est l'impact réel? Parce que vous venez de dire qu'il y a un mécanisme. Mais est-ce que c'est seulement ces 18% là qu'on doit appliquer pour que
le panier de la ménagère puisse ressentir cet impact-là, ou bien il y a d'autres alternatives, d'autres décisions à prendre pour pouvoir soulager un temps ça peut. Bon, votre question est très pertinente, hein. Il faut savoir que le Togo, comme plusieurs pays en développement, plusieurs pays émergents, ont une balance commerciale qui est généralement déficitaire. Ça veut dire qu'ils importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Je prends un exemple simple. Quand vous prenez le baril de pétrole, hein, qui est fort impacté à l'extérieur, le Togo a pendant longtemps subventionné jusqu'à un niveau où il n'a pas forcément la possibilité de poursuivre la subvention et il est obligé de suivre un peu la tendance, même s'il continue la subvention. L'écart, le gap à l'extérieur, à l'international est tellement important qu'à un moment donné, on est entraîné dedans. Ce n'est pas que le Togo qui vit ça. Balance commerciale déficitaire, de façon d'ailleurs structurelle, de quasiment 500 milliards par année. Ça signifie qu'on importe énormément de produits, dont des produits de première nécessité. Donc la décision a été prise effectivement de suspendre la TVA. Mais lorsque vous prenez des produits précis, un peu comme l'hexane alimentaire que nous utilisons dans la production de l'huile ici, et l'augmentation totale sur les derniers mois nous amène à 300%. Les 18% par rapport à un gap de 300%, ce n'est pas évident de suivre ça. Quand vous prenez de l'oléine qui est importée justement de Malaisie ou d'Indonésie, vous allez trouver cette oléine qui était à moins de $1000 la tonne et qui est passée à 1800, qui est aujourd'hui en train de fleurer les 2500, 2600 $ la tonne. Donc l'impact est très important. Et les efforts qui sont faits par nos différents gouvernements viennent atténuer, mais ne vont pas régler le problème parce que de toutes les façons, il faut poursuivre les importations par rapport à certains pays. Mais ça nous amène à réfléchir sur notre capacité de pouvoir être résilient en trouvant une solution interne. Quand je prends le cas de l'huile en général, vous avez une demande nationale aujourd'hui qui est de 80 000 tonnes pour l'huile. Sur les 80 000 tonnes, vous avez la NSCT qui est aujourd'hui la structure qui fait de l'égrenage de coton et qui va donner la possibilité à Nyoto de racheter la graine de coton. On est, quand tout marche bien, autour de 100 000, 130 000 tonnes de coton graines produites. Et vous allez vous retrouver tout de suite avec, disons, 50 000, voire 40 000 de graines de coton, puisque le reste, c'est la fibre qui est exportée. Et sur cette partie, à peu près 10% va être donc partir à la semence, entre 10 et parfois 20%, tout dépend des surfaces emblavées. Et vous allez retrouver le reste qui va aller à l'industrie pour être justement trituré. De cette trituration va sortir de l'huile de coton. Quand vous faites bien l'équation, vous allez vous retrouver avec difficilement entre 6 000 et 10 000 tonnes lorsque on a vraiment une forte campagne cotonnière. Et lorsque la campagne cotonnière est éprouvée, comme maintenant, où on a beaucoup moins de graines, vous allez vous retrouver difficilement avec 6 000 tonnes d'huile pour un besoin national de 80 000 tonnes. Donc l'importation répond à une obligation du marché pour pouvoir fournir de l'huile à nos différentes ménagères. Pour revenir au fondamental, ça nous amène plutôt à la réflexion de voir comment nous allons développer en interne ici des capacités de pouvoir avoir non seulement la matière première, mais il y a des initiatives qui existent déjà dans plusieurs régions. Et si mes souvenirs sont bons, vous prenez des régions comme celle de la Kara, celle de la Savane, il y a sur place là-bas de l'huile d'arachide qui est fait de façon traditionnelle. Vous avez évidemment du beurre de karité qui est utilisé également dans la cuisson des aliments. Vous descendez dans les régions essentiellement des plateaux, vous retrouvez de l'huile de palme. Il faudra tout simplement augmenter les volumes et les surfaces emblavées, augmenter la productivité avec des semences améliorées. Et vous arrivez sur la région maritime, vous avez de l'huile de coco et d'autres huiles qui sont du terroir. Et il va falloir faire preuve, je pense, en ce moment, d'assez d'imagination pour utiliser nos capacités, les améliorer, faire face à la situation. C'est pour dire qu'il ne faut pas attendre que l'État soit le seul acteur capable d'atténuer une crise internationale d'une ampleur aussi importante. Tout ce que nous souhaitons, c'est que la concertation déjà engagée entre le secteur public et le secteur privé puisse se poursuivre pour que des formules appropriées à notre propre pays puissent être trouvées et que nous fassions davantage preuve de résilience dans une situation de crise internationale. Toujours chez
Oui. Bon, on a compris, vous avez essayé de donner des pistes de solutions pour aller à une production locale qui nous permettrait de sortir ou de faire preuve d'imagination pour supporter cette crise mondiale aujourd'hui qui emporte les économies. Maintenant, toujours sur le terrain de la vie chère, comment faire ou comment est-ce que l'État doit s'y prendre pour endiguer les spéculations? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le marché, c'est plus une question de spéculation. Des commerçants sont prêts à acheter, je donne un exemple banal, de l'huile à 100 francs le litre et d'aller revendre ça à 300 francs le litre au nom de la vie chère. Comment l'État doit s'y prendre pour mettre fin à ces spéculations-là? Le prix du marché est fixé par un équilibre permanent entre l'offre et la demande. Je sais qu'en début d'émission, vous avez parlé de l'ANSAT sur les produits agricoles, qui à un moment donné, lorsque le marché, il y a trop d'inflation sur le marché, et l'ANSAT donc déverse des produits qui ont été stockés à un moment donné pour équilibrer un peu les prix. Les mécanismes ne peuvent venir que de ce genre d'initiative. Et aucune directivité ne sera suffisamment capable d'encadrer un marché lorsque, à un moment donné, on ne garde pas dans le curseur cet équilibre qui est permanent. Donc, je veux continuer par dire, et c'est pour ça que je disais qu'il fallait trouver, toujours faire preuve d'imagination, trouver des formules qui soient particulières à nous. L'État a fait sa part, je pense, avec la TVA. Il faut savoir également que, pour répondre de façon très concrète à ce que vous avez dit, il y a des produits dits de première nécessité qui ne sont pas taxés en fonction de leur véritable valeur. Il y a ce qu'on appelle la valeur mercuriale. Quand vous prenez le cas de l'oléine qui est importée justement d'Asie, elle arrive avec une valeur mercuriale fixée à 200 francs le kilogramme. C'est la valeur actuelle. C'est-à-dire que vous allez l'acheter à l'extérieur peut-être à 800 francs ou à 900 francs le kilogramme et on ne va taxer que 200 francs sur la valeur que vous avez fait. Tout ce que nous souhaitons, c'est que pour ne pas pénaliser la production locale, on puisse élargir cette valeur mercuriale davantage à d'autres produits qui sont produits également ici pour toujours poursuivre la promotion justement de ces produits, un peu comme l'huile de coton, et pour rester à un niveau de compétition, de concurrence, je pense, loyal. Et surtout, pour faire face à une situation dans laquelle il faut toujours encourager les gens qui nous apportent des solutions locales. Donc, je crois que dans cette concertation, on va continuer les réflexions pour s'adapter au fur et à mesure parce que peut-être à l'avenir, la situation peut se complexifier si la crise du côté de l'Europe de l'Est ne reste pas une crise assez circonscrite dans le temps. Si tu permets, le ministre était avec vous justement en début de semaine par rapport à cela. Qu'est-ce qui a été dit entre les deux institutions? Justement, nous avons abordé ensemble, il est venu pour nous apporter le soutien du gouvernement, ces moments difficiles. Ignoto est une boîte citoyenne qui a fait preuve, je pense, de suffisamment de patriotisme, puisque nous avions déjà à un coût bien déterminé des produits qui sont produits, qui sont stockés, et il fallait se mettre justement à la limite des prix plafonds. Ça nous a amené forcément à faire des sacrifices. Nous avons accepté les faire, et je le disais d'ailleurs lors de notre entretien, que justement la boîte que nous avons avec nos 4 bidons de 5 litres est passée de 32 000 et est redescendue à 25 000. Ça a été notre participation pour revenir donc à l'essentiel. Mais il ne faut pas oublier, c'est une situation conjoncturelle qui nous pousse à aller à ce niveau. Il va falloir forcément, à un moment donné, trouver des formules durables. Parce que bien évidemment, quand ça se passe comme ça, et que la matière première, elle est locale et elle est forcément vendue par une technique d'appel d'offres avec peut-être des propositions extérieures plus élevées, il faut réussir à la fixer sur le territoire national pour la valoriser ici. Le deuxième point, je vous ai parlé de l'exemple alimentaire. Quand il est fixé à l'extérieur et que vous êtes obligé de l'acheter pour fixer la matière grasse résiduelle qui va sortir des presses mécaniques, et qui a connu une augmentation de 300% quand vous êtes obligé de maintenir les prix, ce n'est pas évident. Ça a été des sujets qui ont été évoqués. Et il y a la gestion des stocks. Pour les stocks qui ont été déjà produits à un prix bien déterminé, comment nous faisons? Il y a également les grossistes qui ont déjà acheté
un certain nombre de volumes à un prix bien déterminé. Il faut trouver une formule pour que l'ensemble de la chaîne puisse supporter les décisions qui ont été prises et nous y travaillons. Très bien. Voilà. Oui, Ahmed. En fait, quand j'ai dit autour de moi qu'on recevait le PDG de Nyoto, une question m'a été posée, mais je pense qu'il a répondu. La question était de savoir comment ça se fait Donc, que... s'il a répondu, ben, on passe à autre chose. Non, je allez-y. vais parler et puis comment ça se fait qu'au Togo, on a une société qui produit de l'huile et que le prix dépend des incidences extérieures. Il a pris en compte déjà cette Il a pris en compte cela. Il a largement... Voilà, je veux juste souvenir. Mais je veux juste... Le prix... On peut même, sans vous couper, même aller largement au-delà. Nyoto est une structure effectivement citoyenne ici, mais qui a des équipements. Et à partir du moment où il y a des tensions sur le marché international, le prix des différents équipements pour entretenir nos chaudières, pour entretenir tout ce que nous avons au niveau du raffinage, pour entretenir nos conditions, tout est lié à un certain nombre d'équipements que nous importons de l'extérieur. Lorsque l'usure des chaînes, des roulements, de tout ce que vous voulez, de la graisse que nous utilisons à l'intérieur, qui est une graisse alimentaire, énormément de produits viennent de l'extérieur. Donc l'impact est direct sur le coût final. Très bien. Voilà. Bien. Je le disais, même le prix du pain a augmenté. Ah oui, Il y a pénurie de blé. farine de blé. Oui. Est-ce que ce n'est pas le lieu justement de faire la promotion de la production locale et de la consommation locale? Comme je l'ai dit Et tout de à le l'heure, faire véritablement, parce que souvent ça reste juste que des mots. le gouvernement trouve un moyen de permettre aux producteurs locaux de prendre leur envol, d'aller à une production je pense simple et à moindre que coût. c'est ça. Vous avez posé une question qui est très pertinente. Je pense que les plus hautes autorités de notre pays ont mis en place un département en charge de la promotion locale, bien avant toutes ces crises. Et ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont anticipé sur une certaine situation. Je ne ferai pas le porte-parole du gouvernement, mais nous constatons que réellement, ils ont à un moment donné réussi à anticiper et à se dire il va falloir qu'on poursuive cette dynamique pour le développement de notre pays, parce que ça fait partie justement de l'axe numéro 1 et l'axe numéro 2 de notre programme national de développement. À partir du moment où ce plan a été mis en place et qui essaye de s'adapter à une situation, parce qu'il a été, il faut le dire, il est né, je dirais, par césarienne, parce qu'il est né en situation de crise et il a fallu qu'il s'adapte, d'où une nouvelle feuille de route qui a été mise en place justement par le gouvernement. Mais nous constatons qu'il fallait absolument faire des efforts pour que la promotion justement de la consommation des produits locaux devienne une réalité. Quand je vous ai parlé de la balance commerciale qui est structurellement déficitaire et que nous, producteurs locaux, en tout cas en ce qui concerne les industries, nous voyons bien qu'il y a un gros gap, nous sommes obligés de dire qu'il va falloir donc cultiver davantage de coton dans nos champs, avoir un meilleur rendement à l'hectare et être capable de les motiver pour qu'ils ne soient pas, parce qu'il y a peut-être d'autres produits qui vont arriver, qui vont marcher mieux, un peu comme le soja, en capacité d'abandonner peut-être un produit dont on a besoin pour l'autre. C'est toute une mécanique dans laquelle je pense qu'aujourd'hui on a également d'autres décisions parmi les décisions qui ont été prises, un prix fixé, un prix plafond fixé pour l'engrais également. Je crois qu'il faut poursuivre des réflexions en ce sens. Mais consommer, vous avez parlé du blé, le Togo n'est pas producteur de blé. Jusqu'à présent, je ne pense pas que ce soit dans les plateaux ou dans les savanes qu'on arrive à faire blé, ça. On peut promouvoir le manioc. Ça déjà, ça a commencé depuis, sachez-le, ça a commencé déjà depuis le ministère justement en charge de la promotion de la consommation locale a initié un programme avec la Société des Grands Moulins du Togo où ils ont injecté dans la farine justement au fur et à mesure des farines un peu comme celle du maïs. Vous savez, la brasserie du Bénin utilise également beaucoup de riz et d'autres produits locaux et je crois qu'il faut poursuivre. Donc c'est le pourcentage justement de ces produits locaux dans la farine de blé et qu'il faut continuer par étudier. Je pense que vous le saviez bien, nous avons du pain qui est fait à base de soja, et le manioc également. Voilà. Et il faut commencer, je pense, par nous y faire et de façon progressive pour que, en dehors des goûts
du consommateur, qu'il y a une réalité qui nous rattrape, qu'il faut assumer à un moment donné. Très bien. On va aborder un sujet d'actualité. Vous le savez, M. Thierry Aweso, le Togo a subi pour la seconde fois en 6 mois une seconde attaque terroriste avec cette fois-ci des pertes en vies humaines. Il y a lieu de s'inquiéter, selon vous? Je prendrai le problème différemment. Très bien. Oui, je pense que nous sommes dans un contexte international avec des tensions dans plusieurs continents. Et l'Afrique subsaharienne, dans son ensemble, subit, je dirais, des pressions de djihadistes depuis un certain nombre d'années. Et les pays se sont mis ensemble. Il y a le G5 Sahel qui a été mis en place. Il y a d'autres organisations, y compris la CEDEAO, qui travaillent de façon concertée sur le sujet depuis longtemps. Et sachez que le Togo a compris depuis longtemps que si la case de ton voisin brûle, comme dirait un grand homme, il faut l'aider à l'éteindre. Et c'est la raison pour laquelle nos troupes sont déployées sur des théâtres d'opération depuis pas mal d'années. Et nous avons salué tout récemment, d'ailleurs, je dis saluer, ça a été un triste événement, l'hommage qui a été rendu par la nation à nos braves soldats qui sont tombés sur le théâtre d'opération dans le nord du Togo. Avant ça, il y a eu d'autres pertes, y compris au Mali. Oui. Ça veut dire que le Togo est réellement conscient des enjeux et que notre pays a pris sur lui la responsabilité d'aider d'autres qui sont vraiment confrontés de façon quotidienne à cette pression. C'est un peu la confrontation entre deux mondes. Un monde épris de liberté, de développement, et un monde qui voudrait vivre dans un genre d'obscurité où tout est immobile, où tout est déjà caricaturé, et il faut absolument vivre dans ce cercle. Et je pense que le monde auquel nous appartenons, celui de la lumière, prendra forcément le dessus. Est-ce que cette menace doit nous faire peur? Bien au contraire. Le défi est là. Il faut absolument le relever. Et nous sommes dans un dispositif de crise asymétrique où nous n'avons pas une armée contre une autre. Nous avons des individus qui sont comme nous, qui vivent parmi nous, qui sont, je dirais, totalement paramétrés pour atteindre le hockey, pour aller poser un acte dans lequel ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir quand nous sommes prêts non seulement à vivre, mais à faire vivre nos enfants dans un environnement plutôt épanoui. Et c'est la raison pour laquelle nous devons resserrer nos rangs et rester tous vraiment vigilants. Et c'est le lieu de dire à chacun parmi nous que ce combat, nous ne pouvons que le gagner si nous restons vraiment solidaires et capables, je dirais, d'identifier des individus qui ne sont peut-être pas de notre environnement ou qui ont un comportement bizarre et que nous puissions alerter les services compétents pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Au-delà de tout ça, je crois que la réplique n'est pas que sécuritaire. La réplique, elle est également une question d'amélioration de pouvoir d'achat. Et c'est la raison pour laquelle toutes les questions que nous avons évoquées restent au cœur du dispositif. Il faut continuer par trouver les voies et moyens pour ne pas laisser le pouvoir d'achat s'affaisser, bien au contraire, pouvoir donner aux populations qui sont les plus vulnérables la possibilité de travailler, d'innover, de développer quelque chose à quoi ils croient et pour nous préserver du pire. Celui qui va poser cet acte, généralement, est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. C'est quelqu'un qui est dans une précarité. Ouais. C'est quelqu'un qui est capable de croire à n'importe quoi qu'on est en train de lui dire. Et c'est les raisons pour lesquelles je crois qu'on a la capacité de pouvoir relever ce défi en se concentrant sur l'essentiel, c'est le développement économique de notre pays. Très bien. Merci. Monsieur Thierry Aweso, il y a déjà 2 semaines que le gouvernement a réouvert les frontières du pays dans le sens d'alléger les mesures de lutte contre la Covid. Une bonne décision pour les affaires, on va dire? Je crois qu'il faut rappeler un peu le contexte dans lequel nous sommes. La Covid a démarré en 2019. Nous avons... décembre 2019. C'est ça. Nous avons jusque-là maintenu les frontières maritimes en permanence ouvertes. Oui. Les frontières aériennes ont été réouvertes depuis pas mal de temps. Et il restait le problème des frontières terrestres. Et je pense que pour ce qui concerne le monde des affaires, notre monde,
il était absolument nécessaire, justement, dans le cadre du renforcement de l'intégration sous-régionale sur le plan économique, que le Togo emboîte le pas aux autres pays. Nous ne pouvons qu'encourager les États à les laisser ouvertes. Et en parallèle, c'est à nous de poursuivre la sensibilisation auprès des nôtres parce que le mal n'est pas parti, le mal rôde et le Covid peut revenir encore avec d'autres inclinaisons. Et nous devons absolument maintenir ces mesures barrières. Et je pense que le monde ne sera plus jamais comme avant et que nous devons absolument tous faire attention au niveau des gestes que nous avons individuellement, la sensibilisation, même au niveau de nos enfants, pour qu'ils ne prennent plus des risques que nous prenions de par le passé. Très bien. Et pour terminer, je vais vous laisser vous adresser surtout aux jeunes entrepreneurs, surtout en quête d'opportunités en ces périodes de vie chère. Quel doit être le comportement d'un jeune entrepreneur? Je pense que je l'ai dit un peu plus haut, la jeunesse de notre pays, elle est hyper bien formée. Elle est généralement suffisamment structurée, elle est méthodique. Pour ceux qui ont la chance de voyager assez souvent dans d'autres pays, y compris les pays d'Afrique, il y a une nette différence entre la jeunesse togolaise et les autres. Je crois qu'elle est très consciente dans son ensemble. Et lorsqu'elle a quelque chose sous la main, elle ne demande qu'une chose. D'ailleurs, on sent une rage en elle de ne pas pouvoir parfois s'exprimer, peut-être parce que le marché de l'emploi est tendu. Il faut qu'elle se dise, il est hors de question d'être défaitiste. Les situations de crise, au lieu de tomber dans cette perturbation médiatique, parce que vous, les hommes de la communication, vous avez également une grande responsabilité pour ne pas que parler de ce qui ne marche pas. Il faut rester dans cette dynamique parce que la vie doit se poursuivre. La résilience d'ailleurs de l'individu en tant qu'homme, c'est d'être capable de s'adapter à n'importe quelle situation et de poursuivre sa progression. C'est une nécessité vitale. Pour ce qui concerne la jeunesse togolaise, je reste convaincu que la situation de crise que nous traversons, elle va le savoir, les plus grandes opportunités, les plus grands hommes, les plus grands entrepreneurs sont nés en situation de crise. C'est en ce moment-là qu'il faut essayer de trouver les mesures de relever le défi. Je vous l'ai dit, la balance commerciale de notre pays est structurellement déficitaire. Ça veut dire qu'il y a un gros gap entre le besoin de consommation et l'offre locale. Ce gap, il faut absolument le combler. Et c'est le lieu que chacun puisse profiter des opportunités avec, je vous ai parlé du CFMI, de l'IFAD et plusieurs autres unités qui sont en train d'être nées, des conventions avec des structures un peu comme les nôtres. Il faut aller vers ce qui peut nous amener vers un avenir assez harmonieux. Il y a des possibilités, il faut se former et être capable à un moment donné de monter sa petite structure et de faire quelque chose lorsqu'on n'a pas la chance de devenir l'employé d'un autre. Ça aussi, c'est une question, c'est un choix. C'est une orientation stratégique. Il faut être structuré dans la tête, il faut avoir un objectif. Et cet objectif, de laisser personne vous sortir de là. Parce que quand vous êtes trop flottant et que vous êtes jeune, vous voulez tout faire en même temps et vous êtes très éparpillé, vous allez avoir du mal à vous stabiliser. Donc, essayez de construire un peu vos objectifs et ne vous laissez pas distraire par les événements conjoncturels qui passent, qui vont et qui viennent. Et c'est ça aussi la vie. Merci beaucoup. Et vous allez nous dire votre mot de conclusion, justement, pour nos très chers téléspectateurs. Ce sera quel mot, Monsieur le Président? D'abord, à l'endroit de la TVT, merci, parce que vous faites un très bon travail de communication, de sensibilisation. Pour nos téléspectateurs, le Togo n'a pas le choix. Le Togo doit poursuivre son chemin. Il a eu de très, très bons indicateurs de performance dans tous les domaines. Il faut pouvoir les maintenir parce que les autres pays augmentent et évoluent également. Vous n'avez pas trop parlé de certaines augmentations, un peu comme celui du prix du carburant. On a vu des voix se lever, des tensions sur le marché. Nous restons forcément très attentifs à cela parce que nous subissons ça également pour les différents carburants que nous mettons dans nos équipements. Mais il ne faut pas oublier que des pays producteurs comme le Ghana sont tout juste à côté de nous ici à 895 francs le litre.
695, je pense, en Côte d'Ivoire, et des prix similaires un peu dans la sous-région. Le gouvernement a subventionné pendant longtemps les hydrocarbures ici. Nous ne pouvons que souhaiter que le gouvernement continue par subventionner, par trouver les moyens de subventionner, et pour qu'on n'aille pas dans des situations encore plus difficiles. Et pour le reste, le mot de la fin sera franchement... Moi, je crois en notre pays. Aimer notre pays, aimer son pays, c'est ce qui restera de chacun parmi nous et qui va nous permettre de pouvoir braver les différentes crises auxquelles nous sommes confrontés ou auxquelles nous serons confrontés. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Grand merci à vous, Monsieur Thierry Aweso. Je rappelle, vous êtes le président directeur général de Nyoto et également vice-président du Conseil national de patronat du Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été vraiment très enrichissant de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Le prochain rendez-vous, vous le connaissez, le dimanche à 20h50, mais déjà vendredi, pour ceux qui ont raté quelques minutes de ce numéro, vous pouvez vous rattraper vendredi à 14h10 pour la rediffusion ou aller sur les réseaux sociaux, Manor Group, et c'est fait. Voilà, bonsoir chez vous.